Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau vidéocast. Alors aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Patrick Freud. Bonjour tout le monde. Alors, pourquoi il faut que j'explique pourquoi je mets ce petit bruit d'applaudissement. C'est parce que j'étais en train de regarder une conférence de Patrick où il avait mis le plus important, c'était l'intelligence du corps, et il avait mis dans sa conférence des petits applaudissements dans son PowerPoint. Et il disait qu'il avait mis 1 heure à mettre ses applaudissements dans le PowerPoint. Donc je voulais marquer le coup en les mettant là. Donc voilà, un petit peu d'applaudissements pour Patrick Freud. Alors Patrick, bonjour de nouveau. Donc, je dois te dire, Jean-Romain, c'était ma première présentation PowerPoint. Ah, ok. Pour une présentation d'une demi-heure, ça m'a pris, je pense, 3 heures à juste mettre mon information dedans, là. Et maintenant, tu maîtrises PowerPoint. Oui, 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 je connais ça bien maintenant. Bon, alors Patrick, alors, moi je t'ai connu parce que tu nous as fait une super conférence en français sur la neurologie chiropratique et les effets de l'ajustement. Je pense qu'on est beaucoup de francophones à te connaître. Puis il y a les petits nouveaux qui ne te connaissent pas encore ou d'autres anciens qui ne te connaissent pas. Patrick Freud, est-ce que tu peux te présenter? Ben, je suis chiropraticien depuis l'an 1996. J'ai Ok. gradué du Collège Parker à Dallas. Je suis québécois, je viens de Montréal. J'ai écrit mon dernier examen à l'Université McGill. Je faisais un bac en anatomie et en psychologie. J'ai écrit mon dernier examen, je suis descendu à Dallas. J'ai passé 3 ans et demi là-bas pour faire mon doctorat. Ensuite, j'ai eu une opportunité d'enseigner pendant 2 ans. À Et l'université? non, c'était une compagnie privée qui donnait des cours aux étudiants en chiropratique Ah, ok. qui étaient à veille de prendre leurs examens, leurs board exams. Ok, ok, ok. Alors, moi, je prenais l'avion, j'allais visiter différents collèges à travers les États-Unis et je faisais des sommaires, je leur préparais pour prendre leurs examens. Ok, bon, on parlera de ça aussi. Super. Et ensuite, après 2 ans, je suis revenu au Québec. J'ai travaillé avec un autre chiropraticien, un bon ami, pendant à peu près 1 an. Et ensuite, j'ai ouvert ma propre clinique. Bon, super. Alors, on va commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a poussé, Patrick, à commencer les études de chiro? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette belle profession? Moi, c'était une décision un peu plus cérébrale. Ça m'étonne pas de toi. La passion est venue après. Euh, J'étais toujours intéressé au corps humain. Dans ma tête, je voulais devenir médecin, je voulais devenir docteur. Et je faisais mon bac, comme je disais, en anatomie, psychologie. Tous mes cours me fascinaient, j'adorais ça. Je m'en allais en médecine. Et un jour, à l'université, ils ont invité plein de différents spécialistes, des médecins, un chiropraticien, entre autres. Moi, je voulais aller écouter le doyen de la faculté de médecine. Ok. Lui, il allait dire qu'est-ce qu'il recherchait, quelle qualité dans les candidats qu'il recherchait pour être admis dans le programme. Juste avant qu'il parle, il y avait ce chiropraticien. Et lui, il a parlé pendant peut-être 10-15 minutes au maximum. Par hasard, je suis arrivé de bonne heure. Je me suis dit, ah, je vais écouter ce chiropraticien-là. Alors, je me suis assis là. Je connaissais vraiment rien de la chiropratique à ce moment-là. Et aussitôt qu'il a commencé à parler, j'ai eu comme des frissons. C'était comme vraiment une lumière s'est allumée dans ma tête. Euh, Pendant des années, étudier le corps humain, j'aimais ça tellement, mais j'avais jamais eu une personne, un professeur devant moi qui a dit le corps est intelligent. Ah, le corps est intelligent. Et pour moi, c'était comme pourquoi personne m'a jamais dit ça? Ça, c'est qu'est-ce que je pense, qu'est-ce Ouais, que j'ai ouais, toujours cru, mais personne ne l'a dit. ouais. Alors, j'ai commencé à vraiment l'écouter. Il disait, ben, nous, on peut aider le corps à se guérir, on peut aider le corps à mieux fonctionner en utilisant nos mains. Ok. Et là, j'ai dit, waouh, en utilisant les mains, pas de médication, pas de couteau, juste avec les mains. J'étais vraiment fasciné. Et après ces 10 minutes, j'étais vraiment bouleversé parce que dans ma tête,
je devenais médecin. Et tout à coup, c'était ma Ah, dernière année, ça doit être un sacré choc. c'était un choc. Et j'étais pas mal, je savais plus quoi faire. Mais j'ai dit, c'est tellement intéressant, je dois rechercher ça un peu plus. Je suis allé visiter quelques chiropraticiens, c'était des chiropraticiens, ils me disaient, j'ai tellement de plaisir au travail que je pense même pas à ça comme un emploi, comme une job. Je me fais payer puis je ris, je comprends pas comment. Moi, je m'amuse. La journée longue, j'aide le monde. Alors, c'était une belle expérience comme ça. J'ai visité un chiropraticien pour la première fois, encore une fois, quelqu'un de très passionné. J'ai trouvé ça vraiment Tu t'es fait fascinant. ajuster? Tu t'es fait ajuster, je suppose aussi. Je me suis fait ajuster pour la première fois aussi. Je me suis dit, c'est peut-être une bonne chose à faire avant Ouais. de m'embarquer là-dedans. Essayer. Alors, oui, c'est ça. Alors, j'ai cherché les différents collèges et j'ai appris les différences entre les différents collèges. Et j'ai choisi Parker à Dallas. Et t'as fait ton choix. Et après, on a vu que tu avais fini tes gradués. Puis après, tu as commencé à travailler sur les permis chiropratiques. C'est ça que tu as été instructeur pour les permis chiropratiques au Canada? Exactement. Ça, c'était aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Ok, donc Ouais, c'est les licences pour pouvoir travailler dans les États, c'est ça? Ce sont les permis pour travailler dans les différents États aux États-Unis. exactement, exactement. Je sais pas comment vous les appelez ici, c'est les Ah, board exams. ouais, il y en a pas en fait en Europe. Ah, OK. 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 Alors, en gros, c'est comme un avocat, par exemple, ou un médecin. Après qu'on finit nos études, on doit avoir une licence. Alors, on prend un examen devant un comité où il y a différents formats. Mais moi, ce que je faisais, c'est j'arrivais à un collège, on avait des étudiants, peut-être une cinquantaine, et pendant une semaine, on faisait le sommaire de 5 ans d'études. Alors, c'était, c'était des journées de 12 heures, mais Wow. c'était pour moi personnellement, et je pense pour les étudiants aussi, c'était vraiment une opportunité de mettre tous ces Mais concepts. toi, tu donnais le cours, tu donnais tous les cours pendant 12 heures ou tu faisais partie du groupe d'enseignants? On avait différents enseignants dans la compagnie, mais moi, j'étais là pendant une semaine, chaque jour, de 10 De, à 12 heures. de neuro ou d'autres Non, choses? c'était, écoutez, on passait les 5 ans Non, d'université. voilà. Alors, l'embryologie, la biochimie, la physiologie, la neuro, l'orthopédie, tout de A à Z. Alors, en graduant, je pense qu'on a tous un peu le même feeling. On finit, puis on se dit, ben, j'ai appris plein de choses, mais qu'est-ce que j'ai appris? Et, et- et- et encore une fois, cette compagnie-là, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'enseignais, c'était une très, très belle opportunité de mettre tous ces concepts ensemble dans un package. Ah, c'est comme ça que le corps fonctionne. Faire des liens entre les différents systèmes. C'est Euh, peut-être ce qui nous manque d'ailleurs à l'école. Ou peut-être pas la cause de, c'est pas la faute de l'école forcément, hein, c'est peut-être notre faute aussi en tant qu'étudiant. C'est justement de créer une relation entre chaque matière qui nous enseigne et notre profession. De voir comment ça s'inclut ces matières-là dans notre futur. je suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est pas facile de le voir et ça prend du travail. Je me souviens dans ma première année de mon doctorat, on était là puis on dit ben nous on va être des chiropraticiens. Pourquoi est-ce qu'on regarde dans des microscopes? À quoi ça va nous servir? Et honnêtement, c'est maintenant 20 ans plus tard que je comprends pourquoi. Et c'est pour moi personnellement c'est la neurologie qui a vraiment mis tout ça ensemble. Ouais. Le premier pas vers ma compréhension du corps humain, c'était avec cette expérience d'être enseignant pour les permis de chiropratique. Et tu t'es pas arrêté là en tant qu'enseignant, puisque ensuite tu as continué à l'université de McGill, c'est ça? Où tu as Oui, enseigné l'anatomie. Alors, parle-nous un peu de l'université McGill, parce que c'est pas une université chiro, c'est une ouais. université générale, non? Ou c'est une université médicale? C'est quoi exactement cette université? Ben moi, j'ai vraiment eu cette piqûre d'enseigner, d'allumer le monde, de dire waouh, c'est le fun ça, Alors, comprendre le d'ailleurs, corps humain. on le voit bien dans tes conférences en ligne que tu fais. On le voit bien. Quand je suis retourné au Québec, il y avait un délai d'à peu près 6 mois avant que je puisse prendre l'examen pour ma propre licence au Ok. Québec. Alors pendant ces 6 mois, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire?
Et puis, ce que j'aimais enseigner, et j'en avais fait pendant 2 ans, je me suis dit, ben, je vais faire des applications, des demandes un peu partout au collège, aux universités à Montréal. Et j'ai eu une réponse de McGill. Ils m'ont appelé puis ils ont dit, ben, est-ce que tu serais intéressé de travailler dans le département d'anatomie? J'ai dit, ben oui. Alors, je suis venu, j'ai passé l'entrevue, j'avais un beau CV. Et, ça, ça, c'était en 99. Alors, depuis ce temps-là, je suis dans le département, j'enseigne la dissection Et tu continues. et je continue. Tu Je continues. continue. Alors, quand Ouais. ils ont vu ton CV, ils ont vu marqué chiropraticien. Qu'est-ce qu'ils ont justement, comment ils ont réagi et comment les étudiants ont réagi au fait que ce soit un chiro qui leur donne des cours d'anatomie? Euh, je pense que c'est un environnement avec beaucoup de respect. Chiropraticien ou pas, il me voit comme un professeur, comme les autres. Alors, on a des PhD, on a des MD, Medical Doctors, puis je suis un DC. Alors, c'est Dr. Freud, c'est pas Monsieur Freud chiropraticien. Alors, je pense que quand ils apprennent que je suis chiropraticien, ils sont peut-être un peu surpris juste parce que je suis le seul qui est là. Mais sinon, non, tout se passe bien. C'est un environnement académique et avec beaucoup de respect. Et tu t'amuses bien. Je m'amuse très bien, oui. Encore une fois, les étudiants, c'est des étudiants. Écoute, l'Université de McGill, la faculté de médecine est réputée comme étant une des meilleures au monde, vraiment. Alors, c'est des étudiants vraiment allumés, passionnés aussi, et c'est le fun. Et comment Ouais. tu communiques avec eux? Est-ce que tu utilises leur terminologie? Moi, je suppose que comme tu es dans une unité de médecine, tu vas pas parler de subluxation, du corps intelligent, etc. Tu dois utiliser d'autres terminologies ou quand même tu leur glisses des petits mots comme ça? Regarde cette subluxation, je vais te faire un ajustement. Sinon, c'est l'anatomie. Alors ça c'est une des choses que médecin ou chiropraticien, la chose qu'on a en commun, c'est le corps humain. Alors, l'anatomie, c'est le langage d'anatomie. Hein, mais par contre, en dehors des cours, maintenant, chaque année, je leur fais une présentation sur la chiropratique. Et ça, c'est venu vraiment de eux, de leur intérêt en chiropratique. Et à chaque année maintenant, c'est la même chose. Je fais une Tu leur présentation fais une et petite c'est présentation, très c'est bien super ça. apprécié. Ouais, Ok, comme ça, les médecins, là-bas, ils commencent à connaître un petit peu la chiropratique et les deux corps de métier commencent à travailler ensemble, je suppose. absolument. Et ça, c'est quelque chose, c'est un peu triste, mais je sais que c'est dans d'autres facultés de médecine, dans d'autres collèges aussi. Ils n'ont pas beaucoup de matière sur les thérapies alternatives. Alors, si j'étais pas là pour leur donner une petite présentation d'1 heure sur la chiropratique, ces futurs médecins n'ont jamais eu une présentation formelle sur la chiropratique. Alors, je pense que c'est quelque chose que je ne suis pas le seul qui l'a fait et j'encourage d'autres à le faire, de communiquer avec vos universités, les facultés de Patrick? médecine. Ils sont très intéressés, ils veulent entendre qu'est-ce qui se passe autour d'eux, qu'ils n'ont pas dans leur curriculum standard. Et c'est une très, très belle façon de faire des liens entre les professions. On va parler un petit peu maintenant de la neurologie. Ah, tu coupes aussi. Ah, ça coupe les enfants, ça coupe de partout. Alors, on va parler un petit peu maintenant de la neurologie parce que c'est ton dada, hein, on va dire un Oui. petit peu la neurologie fonctionnelle. Comment t'en es venu, toi, justement, à te spécialiser dans ce domaine? Ça a commencé à l'université, au collège Parker. Mon enseignant était Michael Hall, qui donne encore des séminaires. Et lui, il était formé par Dr. Ted Carrick. Dr. Ah, Ted Carrick, c'est vraiment le père de la neurologie fonctionnelle. Alors, comme étudiant avec Dr. Hall, il nous a enseigné la neurologie, mais avec les yeux d'un chiropraticien. hmm. Alors, ça, c'était vraiment intéressant pour nous de comprendre plus c'est quoi la chiropratique au niveau neurologique. Ouais, Et parce que de là,
Ouais, continue, les douleurs. De là, écoute, ça m'a tellement fasciné que c'était naturel de juste continuer après mon doctorat. Après que j'ai fait mes 2 ans d'enseignement, j'ai suivi les cours avec Dr. Carrick, j'ai fait mon diplomate et depuis ce temps-là, j'en mange. Là, c'est vraiment intéressant comme matière. Et t'es pas devenu instructeur pour l'Institut Carrick, ou tu l'es peut-être instructeur pour l'Institut Non, Carrick au non, Canada? je l'ai pas. Je suis affilié avec eux on les a amenés au Canada pour s'établir à Toronto, à Montréal, à Calgary. Et c'est ça. Alors, on a formé quand même plusieurs chiropraticiens à travers le Canada. Et quand tu as commencé ton cabinet, tu as commencé directement en neurologie fonctionnelle? Oui, alors c'est un mix. Ma clinique est vraiment, j'ai des patients assez classiques en chiropratique, des cas musculo-squelettiques, et j'ai des cas plus neurologiques, je pourrais dire. Alors, c'est un mix, mais de plus en plus que ça avance, ma clinique est vraiment plus basée sur des cas plus complexes, des cas avec des problèmes neurologiques. C'est vraiment, t'attires vraiment ce que tu aimes en fait. Oui, oui, c'est vrai. Et ben justement là, on va pouvoir parler un petit peu de neurologie et on va pouvoir un petit peu parler de la physiologie de l'ajustement chiropractique. Tu veux comment? Alors on a prévu quelque chose pour vous les enfants. On a prévu des slides. Alors ça sera la première fois qu'on fait ça. On va voir comment ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est partager mon écran, vous mettre une petite slide. Est-ce que tu veux commencer avec la théorie du gate control pour nous expliquer un petit peu cette Ouais. théorie? La théorie du gate control, Euh, c'est... j'ai j'ai ça. Ouais. Ou ok. tu veux quelle Ah, slide? Celle-là, voilà. c'est bon? C'est bon, ça te va ça? Oui, peut-être la deuxième. Celle-là? Ou tu sais quoi, Jean-Romain, vas-y à la première en noir et blanc. Parce Ok. que ça, c'est vraiment plus gate control. Ok. Puis la deuxième Bon. diapo En que plus, je t'ai vous voyez le beau gosse là. C'était quelle année ça? C'était il y a 10-20 ans, non? Est-ce que tu veux justement nous expliquer un petit peu cette théorie du gate control et comment ça s'applique justement à l'ajustement chiropratique et à l'effet qu'on a sur le corps humain? ben pour moi, la théorie du portillon ou le gate control theory, on se parle des années 60 maintenant, c'est vraiment à la base la plus simple pour expliquer ce qu'on fait comme chiropraticien. Alors, quand on regarde le système nerveux, on se dit que c'est un système sensoriel et moteur. Ok. Au niveau sensoriel, c'est basé sur des récepteurs. Alors, nous avons des récepteurs sur notre peau, dans nos yeux, dans notre nez. Tous ces récepteurs agissent pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans notre environnement extérieur et que se passe dans notre environnement intérieur aussi. Quelle est ma pression artérielle? À quel angle est mon genou gauche? Hein? Alors, tous ces récepteurs rentrent dans le système nerveux central pour que le cerveau ait une Ah, image, une ouais. perception de qu'est-ce qui se Je vais passe. peut-être mettre celle-là, voilà, hein, pour que ce soit bien plus clair. Je crois que celle-là est bien de ce que tu es en train de nous dire. Voilà. Alors, si on regarde ces récepteurs et on se parle des tissus somatiques, maintenant on se parle de récepteurs dans les muscles, on se parle de récepteurs dans les articulations, et on peut diviser tous ces récepteurs en deux catégories, deux grosses catégories. Nous avons des récepteurs euh, nociceptifs qui vont détecter un problème. Ok. Alors, si je me fais mal, si je me blesse l'épaule, je vais avoir des nocicepteurs dans l'épaule qui vont envoyer des signaux à mon système nerveux central pour dire ah, quelque chose ne va pas ici. Ok. C'est un signal 911. Nous avons aussi évidemment des récepteurs dans les muscles, nous avons des récepteurs dans les articulations, dans les ligaments, et ces récepteurs-là qui fonctionnent normalement pour dire au cerveau où est mon épaule, comment est-ce qu'elle bouge. Si je veux bouger mon épaule, je dois savoir où est-ce qu'elle est. Et la théorie du portillon, ça nous parle de l'équilibre entre ces deux catégories de récepteurs. Ok. Essentiellement, ce qu'on voit, c'est que, qu'est-ce que Melzack et Wall ont découvert, c'est qu'il y a un équilibre entre l'information qui rentre de ces deux récepteurs, qui veut dire, ou bien on est dans un état où ce que les nocicepteurs nous donnent plus d'informations que les mécanorécepteurs des muscles, des articulations,
ou bien c'est les mécanorécepteurs qui nous donnent plus d'informations que les nocicepteurs. Ok. Pourquoi c'est appelé la théorie du portillon ou le gate control theory? Le gate ou le portillon, c'est par rapport à la douleur. Alors, la découverte que Melzack et Wall ont fait, c'est que les mécanorécepteurs, du fait qu'ils traversent ou qu'ils donnent leurs informations à travers des fibres de grand diamètre, et les nocicepteurs qui donnent l'information à travers des fibres de petit diamètre, ben, la vitesse de l'information des mécanorécepteurs est beaucoup plus rapide que celle des nocicepteurs. Ok. Et le fait qu'ils sont plus vite, ils vont fermer la porte à la nociception. Alors voici avec le graphique, on peut dire en haut, on voit le C-fiber. C-fiber, c'est justement les fibres de petit diamètre. Ça, c'est la nociception. Si on a un problème, une déchirure musculaire, on peut dire une subluxation. C'est quelque chose qui est anormal. Ok. C'est quelque chose que le corps perçoit comme anormal, une subluxation. Exactement. Et comment tu vas Exact. toi définir une subluxation? Est-ce que tu en parles à tes patients? Ben, oui, absolument, c'est ça. C'est avec ça qu'on travaille. Une subluxation, pour moi, à la base, c'est un manque de mouvement. Ok. Alors, quand on n'a pas de mouvement dans une région du corps qui est supposée bouger, euh, ou qui ne peut pas bouger, ben, moi, j'appelle ça une subluxation. Peu importe la Alors, partie du corps. oui, absolument. Ok. Ben, une partie articulaire, on va Ok. dire. Partie articulaire. Alors, dans le graphique, on voit bien que si le C-fiber est stimulé, s'il y a un problème nociceptif, il va envoyer des signaux 911 qui va, il va avoir des effets au niveau de la moelle épinière, mais aussi plus haut, au niveau du cerveau. Mais la théorie du portillon nous dit que si on peut activer les fibres de grand diamètre, ici A-alpha, A-beta, c'est ça, Mhm. bien, ils vont inhiber Oui, oui, la la, nociception. la nociception, exactement. Mhm. Et on voit ça, si quelqu'un a mal à la tête, il va se frotter la tête. Hein? Si un enfant vient voir son père ou sa mère, il dit j'ai un bobo ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont frotter, ils vont donner un petit bisou. Le bisou Pourquoi? magique. Et voilà, on a résolu. Voilà, l'ajustement, c'est le bisou magique. C'est de la magie. Ben, la magie, c'est de la magie neurologique, c'est le fait qu'on stimule des mécanorécepteurs. Ouais, Hein? super. On touche la peau, on bouge, ah, ça fait mal. Ça fait Pourquoi est-ce qu'on fait ces drôles de mouvements? C'est naturel parce qu'on sait, ou le système nerveux sait, que si on peut stimuler des mécanorécepteurs, ça va inhiber la nociception. super, super. Et donc ensuite, on a cette... pardon, je vais en... Tac, tac, salir. Il est en espagnol. Est-ce qu'on peut parler un petit peu on va parler un petit peu maintenant de l'effet de l'ajustement directement au niveau du corps. Donc j'ai cette slide-là, les Mhm. effets neurologiques, ou j'ai ou cette-là que tu m'as envoyée avec les couleurs, laquelle tu veux. Celle-là, avec les Celle-là, couleurs. avec les Ouais, couleurs. ça c'est de la Parce que c'est... première. Oui, c'est bien. Alors, Ok. on voit même ici, ce qu'on voit, c'est vraiment un exemple d'une subluxation. Alors, disons que cette articulation dans le bas du dos d'un patient ne bouge pas bien, ou il y a une irritation, que peu importe, on va voir qu'un signal 911 en rouge va se rendre à la moelle épinière. On a un synapse, c'est le circuit le plus court du corps. Hein? On a quelque chose qui rentre dans la moelle épinière et on a une réponse immédiate. Hmm. Comme ça, c'est un réflexe. On va créer un spasme musculaire. Alors, la réponse motrice, c'est d'aller vers un muscle pour contracter le muscle. Et spasme musculaire, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Ben, c'est pour protéger la région. Pour que c'est un réflexe de base. On n'a pas besoin de cervelle pour dire j'ai mal, OK, Hop. bouge pas, protège. OK? Alors, ça, c'est ce qu'on voit dans une subluxation. Pourquoi Ok. est-ce qu'on voit un spasme musculaire? Pourquoi est-ce que ça bouge pas? Pourquoi est-ce que ça fait mal? Mais l'image le décrit bien. Ok, c'est la réaction, le spa, c'est une réaction réflexe du corps justement au fait qu'il ressent un blocage articulaire. Exactement. Exactement. Exactement.
Donc, et moi, tu vois ce que je vois dans une des slides que tu avais mis en ligne, alors je vais sortir de ça si j'arrive, et puis passer là, c'est qu'on voit restauration du tone musculaire. Euh, Est-ce que tu... Bon, c'est deux choses, mais tu sais que là, on dit que la chiropratique... On dit non, c'est Didi qui écrivait que la chiropratique est basée sur le tone, Oui. sur la vibration. Est-ce que tu penses que ça a justement une relation de l'un et l'autre? Écoute, c'est très intéressant comme concept. Je ne pense pas que c'est exactement ça qu'il voulait dire, Didi Palmer. Euh, Peut-être. Je pense que c'est Comment tu interpréterais toi en tant que chironeuro que la chiropratique est basée sur le tone? pour moi, quand j'entends ça dans les histoires anciennes de la chiropratique, pour moi, tone, c'est comme voir le fonctionnement du corps en étant sur un spectrum. Ok. Et le tone étant où est-ce qu'on se place sur ce spectrum? Quel est le fonctionnement? Est-ce qu'on fonctionne d'une façon optimale ou est-ce qu'on a un gros dysfonctionnement? Où est-ce qu'on se trouve ici? Alors pour moi, ça, c'est le concept de tone. Parce que quand tu vois des patients qui ont aucun symptôme, toi, est-ce que tu as juste des patients qui sont asymptomatiques? Oui, absolument. Et pour, alors, ça pourrait surprendre qu'un chironeuro prend en charge des pathologies graves ou importantes, que va nous en parler après, et qui va justement prendre en charge aussi des patients asymptomatiques. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi, Patrick? Jean-Romain, je pense. Pourquoi? Mais c'est justement c'est grâce à la neurologie et ma compréhension de la neurologie que ça a plus d'allure d'ajuster quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Alors, si on revient à l'idée des récepteurs, l'équilibre entre les nocicepteurs et les mécanorécepteurs, ben, cette nociception, si on a un problème à une articulation, on va envoyer un signal 911 à la moelle, ça va monter au cerveau. Qu'est-ce qui est intéressant et pourquoi c'est bien de discuter la nociception et non la douleur, c'est que la nociception fait ses gros effets plus au tronc cérébral. La douleur se ressent plus haut dans le cerveau, hein, au cortex. Mais les effets au tronc cérébral, c'est la grosse majorité de la nociception. Et de là, on va avoir des effets sur le corps, comme l'eau de pression, par exemple, un malaise général, des battements de cœur qui augmentent. Alors, pour moi, si je vois un patient et je prends sa pression artérielle et je vois qu'elle est élevée, ce patient-là n'est pas au courant que sa pression artérielle est élevée. Ça revient au point de savoir tout ce qui se passe dans le corps. Alors nous, comme chiropraticiens, on devrait être capable de voir des problèmes, de trouver des problèmes avant même que la personne est au courant. La pression artérielle, c'est un bon exemple parce que tout le monde est au courant que la pression artérielle, quand elle est haute, c'est pas bon. Ok. Mais de dire, qu'est-ce qui se passe exactement si ma vertèbre, j'ai 5 vertèbres dans ma colonne qui ne bougent pas bien? Qu'est-ce qui arrive exactement si j'ai une posture qui n'est pas bonne? Ben là, c'est à travers la neurologie qu'on peut expliquer que ça a des effets négatifs sur le système nerveux et son fonctionnement. Parce qu'en fait, si je te comprends bien, un blocage articulaire va créer un effet de nociception au niveau de la moelle épinière, mais qui n'est pas obligatoirement enregistré au niveau du cerveau comme un problème douloureux, mais qui va créer une interférence dans le processus neurologique, cette modification de la nociception. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Si, c'est ça? Ça a bugué? Ah, ça a Jean coupé ou Romain, pas? c'était de la poésie, mais t'as coupé. Tu m'entends? Oui, Ok. Donc, ce que je disais, si je comprends bien, c'est qu'une vertèbre bloquée va créer un message de nociception au niveau de la moelle épinière. Il ne va pas être forcément interprété au niveau du cerveau comme une douleur. Mais ce message de nociception va quand même modifier le processus neurologique du corps, donc l'information sensitive au moteur qui passe à travers le corps. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, professeur? Ok. c'est super. En plus.
Alors moi, je sais pas si tu connais The Reality Check. Est-ce que tu as lu ce livre? Est-ce que tu as entendu parler de Heidi Avik? Oui, j'adore Heidi Havik. Je pense que c'est une des meilleurs chercheurs dans le monde de la chiropratique présentement. Et est-ce que justement tu pourrais nous expliquer sa théorie d'un point de vue neurologique? Parce que Heidi parle pas français, alors j'ai essayé de l'appeler enfin j'ai essayé de la mettre en contact avec elle pour pouvoir faire ces entrevues, mais elle parle pas français, et comme elle parle pas français, on a des gens qui parlent pas anglais, donc ça serait un peu compliqué. Est-ce que toi tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'elle a développé, comment justement un ajustement chiropratique peut changer la neuroplasticité du cerveau? Ben, en gros, si on se parle d'intégration, alors Hadi parle beaucoup de l'intégration des effets sensoriels au niveau du cerveau. Une étude qu'elle a faite, par exemple, c'est qu'elle a démontré que euh, la proprioception du coude, on peut dire, quelqu'un peut dire où est placé son coude ou à quel degré est son coude mieux après un ajustement qu'avant. Superbe. On peut ben, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est quoi le rapport ici? Ça a tout rapport avec l'intégration sensorielle qui se fait au niveau du cerveau. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on a au niveau proprioceptif, tout se mélange ensemble pour créer une réalité dans notre cerveau. Et si on a un effet sur une de ces choses, ben ça peut avoir un effet sur toutes les autres choses. Hmm. Alors, c'est pas rare qu'un chiropraticien va dire, oui, j'ai des patients, après que je les ajuste, ils me disent que c'est comme s'ils voient mieux. Ouais. Euh, euh, Ça, c'est tout par rapport à l'intégration sensorielle qui se passe au niveau du cerveau. Et c'est pour ça, quand on se parle de miracles chiropratiques, si on se parle de Harvey Lillard, c'est c'est de connecter les points neurologiques. OK, j'ai fait quelque chose ici, puis j'ai eu un effet ici. Ah, C'est quoi le trajet? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? explique-le-nous alors justement. Ben moi, je vois ça comme étant de la même façon qu'on peut expliquer pourquoi on peut aider les otites, par exemple. Alors, nous avons Les autres des muscles qui s'attachent au front eustache, on a des muscles qui s'attachent au tympan, et on sait bien que ces muscles sont là, encore une fois, les muscles sont là pour faire quoi? Pour nous protéger dans des temps nociceptifs. Alors, si j'ai un gros bruit ici que j'aime pas, je vais avoir des tout petits muscles qui vont tirer sur mon tympan pour que le bruit ne me fait pas mal à mes nerfs, hein? Ouais, protéger, Ça me protection. protège. Alors, en théorie, si quelqu'un a des muscles qui sont trop en spasme ici Ouais. autour de l'oreille, et on dit, ben OK, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait ça? On revient au tronc, à la moelle épinière et le cou. Alors, si j'ai une subluxation ici, j'ai moins d'informations mécanoréceptives qui rentrent dans la moelle épinière, qui veut dire j'ai plus de nociception qui rentre. La nociception va faire quoi? Va contracter des muscles. Je m'attends à avoir des spasmes musculaires au niveau du cou, mais les nerfs qui s'en vont aux petits muscles de l'oreille ont une place ou un noyau, le noyau du trigéminaux, numéro 5, qui descend jusqu'à C4. Alors, une subluxation ici va non seulement causer des spasmes musculaires au cou, mais possiblement aussi, à travers le noyau, des spasmes musculaires autour de l'oreille. Ah, superbe. De la même façon qu'on ajuste ici, on change l'équilibre. Maintenant, on a plus de stimulation mécanoréceptive, ça bouge bien, c'est bien aligné, la nociception baisse, le spasme s'en va dans le cou, le spasme s'en va dans l'oreille. Oups, tout à coup, on entend bien. Ouais, super. Alors, moi, c'est la façon. Il y a d'autres théories aussi, mais pour moi, c'est celle qui est la plus logique. Ouais, c'est une belle théorie, c'est une belle théorie. Et tu te rends compte que si il avait ajusté Hervé et qu'il n'y avait pas eu ce changement aussi radical, aussi rapide, on n'en serait peut-être pas aujourd'hui en train de parler de chiropratique parce qu'il aurait peut-être pas. Comme quoi C'est la vie très ça tient, hein? C'est ça on se dit. Et s'il avait juste ajusté, puis que ça avait créé un changement, mais pas assez notable pour pouvoir que ce soit un miracle, on serait pas en train de parler de chiro. Donc parfois il faut croire au miracle quand on ajuste. c'est vrai. D'ailleurs, quand je t'entends parler, tu utilises le mot ajustement et tu n'utilises pas le mot manipulation.
Quelle Hmm. différence pour toi entre ajustement et manipulation? J'aime pas le mot manipulation. Je sais qu'on le voit dans les recherches Ouais, scientifiques. c'est vrai. Et pourquoi Euh, d'ailleurs, pourquoi on pourrait pas utiliser le mot ajustement dans les recherches scientifiques? ben, je suis d'accord. Je pense que ça devrait être ajustement. Euh, Peu importe si on se parle de la science, on doit décrire ce que c'est qu'on fait. Mais si on se parle de termes, je pense une manipulation, ça a une connotation négative. Hein. Si tu manipules quelqu'un, Bien sûr. essaie de leur forcer, de leur truquer, de faire quelque chose qu'ils veulent pas nécessairement ou de penser d'une certaine façon. Évidemment, c'est pas ça qu'on fait. Le mot ajustement, c'est plus, c'est une technique, c'est quelque chose de précis, c'est de remettre quelque chose. Ça peut être très subtil, de remettre quelque chose pour qu'il puisse refonctionner comme il était supposé fonctionner. Alors, ouais, je pense que c'est un meilleur terme. Je pense que Et, ça décrit plus ce qu'on fait. mais en fait, est-ce que c'est les chiropracteurs qui essayent de rentrer dans le système médical, ou est-ce que c'est parce que c'est un consensus international, ou est-ce que c'est parce qu'on manque de caractère et qu'on a peur d'être rejeté si on met le mot ajustement? Qu'est-ce que tu penses, toi, qui fait parle de manipulation dans les recherches scientifiques chiropractiques? Euh, Honnêtement, dans le monde scientifique, si je lis un article et ça parle de manipulation et on décrit exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la recherche, ça me dérange pas plus que ça. Euh, Ça devient presque philosophique de dire quel mot est-ce qu'on va utiliser. D'ici à dire on doit tout changer. Pour l'instant, c'est le mot manipulation qu'on voit dans les recherches scientifiques. J'aimerais mieux voir ajustement, mais si on comprend au niveau scientifique qu'est-ce qui se passe exactement, je pense que c'est correct que si on se parle entre chiropraticiens, on parle à nos patients, on utilise le mot ajustement, puis on laisse le mot manipulation pour la science. Moi, je suis correct avec ça. Correct avec ça. Ça change pas vraiment ce qu'on fait ou nos résultats, ou ça change pas qu'on peut prendre la recherche scientifique puis l'utiliser aussi. Au cabinet. Et comment tu penses que justement que la recherche en neuroplasticité, parce que là justement on est en train d'ouvrir un nouveau champ dans la neurologie avec la neuroplasticité et l'évolution du cerveau, comment tu penses que la chiropractique a un rôle à jouer dans ce nouvel élan? Je pense que le chiropraticien est peut-être un praticien dans la meilleure position pour parler du cerveau et l'effet sur le cerveau. Euh, Quand on pense, on revient à cette idée sensorielle. Le système nerveux est un système sensoriel. Euh, alors on dit, ben OK, quel sens est le plus important? C'est clair que le système somatique est le plus important sur le nombre de récepteurs, sur l'effet d'intégration sensorielle sur le cerveau. Nous avons tout ce corps Ouais, avec des milliers de récepteurs qui rentrent dans le système nerveux. Les yeux sont importants, l'odorat est important, tout le reste est important, mais le système sensoriel somatique est de loin le plus important. C'est ça que la recherche nous démontre et c'est logique. Si on n'a pas de corps, si on ne peut pas bouger, qu'est-ce bah, qu'on a? Une tête, ah ouais, justement, on va des parler un yeux. peu de philosophie alors. Le corps ne bouge pas, que sommes-nous? Et si on dit, ben, on termine la boucle aussi, c'est sensoriel, le cerveau prend toute cette information sensorielle, l'intègre. Qu'est-ce que le cerveau fait avec? Ben, le cerveau va bouger des muscles. Hein? Le système nerveux est là pour nous faire bouger, pour explorer. Alors, sans muscles, sans corps, le système nerveux n'a aucune raison d'être, presque. Hein? Je dis dans mes conférences, si on retourne à l'origine du système nerveux, il y a 500 Ouais. milliers d'années, on se parle d'une méduse primitive, le premier système nerveux qui s'est développé. La seule chose que ça lui a permis de faire, c'est de bouger. Alors, on dit, OK, on revient au fait que le système somatique est le plus important pour le niveau sensoriel du système nerveux. On dit, OK, deuxièmement, quelle partie
sensorielle somatique est la plus importante, mais c'est elle qui va protéger le système nerveux. Alors, c'est la colonne vertébrale. C'est ça qui va joindre le crâne qui protège le cerveau et les os qui protègent la moelle épinière qui communique avec le reste du corps. Alors, c'est pour ça que nous avons tellement de récepteurs dans la colonne vertébrale, c'est parce qu'elle est tellement importante pour le fonctionnement du système nerveux. Et si on regarde encore une fois d'un point de vue d'évolution, avant qu'on a eu des bras et des mains, des jambes, ben, on était comme des serpents. Ouais. Tout commence du centre, tout commence du tronc, hein, de l'arbre. Avant qu'on ait des branches, ça vient toujours du centre. Alors, on sait bien comme chiropraticien, quelqu'un qui a une épicondylite au coude, ça peut être dû au fait qu'ils sont penchés comme ça. On règle la colonne et la posture, tout à coup, oups, ça va mieux ici. Tout ça dépend sur une santé centrale de la colonne vertébrale. Alors, Parce que la bonne santé du cerveau est liée à la bonne santé de la colonne vertébrale. absolument, absolument. Plus la colonne vertébrale a des restrictions, plus le cerveau lui-même a des restrictions, ne fonctionne pas à son plein potentiel. C'est sûr, c'est sûr. On peut. Qu'est-ce qui me fascine de la neurologie, de comprendre la neurologie et de faire un examen neurologique, c'est qu'on peut regarder quelqu'un, voir comment il bouge, regarder sa posture, puis en 10 secondes, on a une très bonne idée de qu'est-ce qui se passe au niveau de leur cerveau. On sait qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Si on voit quelqu'un qui tremble, ben ça nous dit quelque chose de qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. Si on voit quelqu'un qui a la tête penchée, si on voit quelqu'un qui est comme ça, si je vois quelqu'un qui marche avec le bras comme ça, je me dis pas, oh, il doit avoir un problème au bras. Je me dis, il y a un problème au cerveau. Hein? Puis on fait ça comme ça. Puis Ouais. comme chiropraticien, on a l'habitude de regarder le monde puis de dire, ah, regarde sa posture, regarde sa posture. C'est directement lié au fonctionnement du cerveau. C'est vrai qu'on est une seule profession qui trouve ça normal quand tu vas dans un centre commercial de regarder la posture des gens. Et on le fait tous, hein. Ah oui, Quand on va au centre commercial, on regarde les gens marcher, on regarde quand, ah mais lui il est bizarre, etc. Lui il a besoin de se faire ajuster, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Et d'ailleurs, avec ce champ de possibilités qui s'ouvre avec la neuroplasticité du cerveau, ce serait pas intéressant qu'on centre nos investigations chiropractiques sur justement la possibilité de la chiropratique pour optimiser le cerveau, le fonctionnement du cerveau, plutôt que centrer les études chiropratiques sur la chiropratique, c'est bien pour les douleurs de dos, c'est bien pour. Ça serait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement? je suis entièrement d'accord. Pour moi, la neurologie m'a amené à une place des résultats, on pourrait dire, supérieurs avec mes patients. Quels sont les cas les plus incroyables que tu as pu voir en cabinet, les cas désespérés, je suppose? Ben, beaucoup de mes patients viennent des références d'autres chiropraticiens. J'ai même des références d'autres neurologues. Alors oui, c'est typiquement du monde qui ont tout fait, qui ont des dossiers médicaux 2 pouces de large. Ils ont perdu espoir. Et souvent, juste en faisant des choses assez simples, on peut vraiment avoir un effet sur le cerveau. Alors, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'aime Heidi Havok tellement, parce qu'elle, elle intègre au niveau scientifique ce qu'on fait au niveau chiropratique et l'effet sur le cerveau. Et je te dirais, Dr. Ted Carrick, que lui prend la recherche et l'applique. Et oui, je suis entièrement d'accord que c'est ça qu'on a besoin dans notre profession. On sait ce qu'on a besoin aussi, c'est que tu nous écrives un livre, comme Heidi, Moi, je vais faire, que toi tu t'y mettes aussi. je vais faire ça ce soir, j'en ramène. Et comment se passe justement ta collaboration avec les neurologues? Et ils doivent être parfois un petit peu surpris de voir les résultats que tu obtiens grâce à la chiropractique. C'est, écoute, j'ai jamais je suis dans une situation un peu intéressante où ma pratique est dans un complexe de santé qui était anciennement un hôpital. C'est un gros building et je vais partager des patients. Alors, sans jamais nécessairement se parler entre professionnels, j'ai un patient qui va aller voir un neurologue pour une certaine raison, qui va venir me voir aussi.
Et j'ai des patients qui, pour une raison ou une autre, vont devoir aller voir le neurologue. Et graduellement, avec les années, ben, je comprends plus ce que les neurologues font. Les neurologues comprennent un peu plus ce que je fais. Et à travers nos patients, et ce que ils nous disent, on se connaît. Alors, j'ai des neurologues qui ont littéralement pris leurs patients et les a amenés à mon bureau et ils ont dit, ben, voici la personne qui va t'aider. Alors, c'est très, ça me fait des gros plaisirs. Ça c'est vraiment valorisant. Et tu as des neurologues asymptomatiques qui viennent te voir juste pour optimiser le fonctionnement de leur cerveau? Ou pas encore? Euh, pas encore. Pas encore. Ça va venir. Pour ça, je vais devoir faire un effort pour aller les voir. Ouais. Tu fais des classes un petit peu? Comment tu communiques avec tes patients? Tu donnes des petites conférences au sein de ton cabinet? Parce que toi, t'aimes bien justement le côté pédagogique. Comment tu es Oui. pédagogue avec tes patients? Je suis plus un par un. Alors, quand je vois un nouveau patient, je prends vraiment mon temps après l'examen pour expliquer ce qui se passe dans leur corps, comment je vais pouvoir leur aider. Mais je ne fais pas ça en groupe. Ok. Alors, ça, c'est juste mon choix Ouais, ouais, personnel. personne. J'aime ça comme ça. Et quand un patient, voilà, il vient de voir avec une pathologie, tu fais ton travail, il est asymptomatique, tu lui dis de revenir combien? Tout le prochain mois? Tu lui dis de revenir tous les 3 mois? Tu lui dis de revenir tous les 6 mois? Comment tu travailles quand les patients sont asymptomatiques? En général, en moyenne, peut-être une fois par mois. Une fois par mois. Ouais, c'est Ouais, bien, c'est super d'entendre ouais. des choses comme ça. Et moi, je voulais te demander, Patrick, quand c'est que tu viens nous voir en France ou en Europe? J'aimerais bien, écoute, On lance une bouteille, messieurs, qui organisez des séminaires. Vous avez let's do it. un super speaker qui peut venir justement vous donner en français et en anglais. C'est vrai. Hein, en français et en anglais, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et tu pourrais nous faire une super présentation, même au sein de l'école de chiropractique de France, qui serait sûrement l'IFEC, qui serait sûrement content d'avoir un chiro comme toi avec ton bagage neurologique pour venir te venir parler aux étudiants. Donc les étudiants qui nous écoutez, vous pouvez refaire passer le CV, faites passer le CV de Patrick au sein de l'administration. Je suis sûr que ça serait vraiment parfait. Ça me fera plaisir. J'ai beaucoup de belles choses à partager. Ah oui. J'en doute pas. Bah, Patrick, je crois qu'on a passé une très belle heure ensemble, à moins que j'ai des choses que je t'ai pas demandé, que tu aimerais rajouter. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement aux jeunes Oups. étudiants qui sortent? Ah, ça a coupé. OK. C'est bon? C'est beau. Donc, bah voilà. Est-ce que, pour terminer un petit peu cette entrevue, généralement, je demande aux intervenants ce qu'ils pensent du futur de la chiropractique. Comment tu vois le futur de notre profession? Moi, euh, je vois que la recherche va nous aider. Je pense que euh, ça fait plus que 100 ans qu'on voit pratiquement ce qu'on peut faire avec des patients. Je pense que la recherche va nous aider à mieux comprendre ce qu'on peut faire. Quand on se parle du pouvoir de l'ajustement, ben à quel point est-ce qu'on peut changer la physiologie d'une personne? Comment est-ce qu'on peut reconnaître qui est-ce qu'on peut aider? Qui est-ce qu'on ne peut pas aider? La recherche va aussi nous démontrer nos limites. On doit être conscient de ça aussi. Euh, Moi, je vois un bon futur pour la chiropratique si on reste à jour avec la recherche scientifique qu'on voit. On sait que la chiropratique fonctionne bien. On le voit tous dans nos bureaux. Euh, Maintenant, c'est une question de dire, on va découvrir plus de détails sur qu'est-ce qui se passe avec un ajustement chiropratique et comment on peut mieux aider la société. Voilà. Ça me paraît une belle avancée, ça me paraît une chose très intéressante. Et comme on l'a dit, il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent à nous avec l'avancée, des avancées neurologiques, que ça serait dommage de ne pas en profiter. C'est sûr. Dernière question. Je vois qu'il y a plein de beaux livres derrière toi. Je sais qu'il y a des étudiants qui nous écoutent qui sont en train justement de faire les cours de Carrick, qui sont dans la neurologie fonctionnelle parce que ça plaît à beaucoup et je comprends, c'est vraiment passionnant. Est-ce que tu aurais juste deux, trois livres à leur conseiller à lire, des livres un petit peu alternatifs ou des livres qui t'ont inspiré au niveau de la neurologie fonctionnelle et que tu t'en sers toujours à l'heure actuelle dans ton Euh, cabinet? Purement au niveau neurologique, Ou purement au niveau toi? Non, tes livres, les livres qui t'ont inspiré, toi.
qui Pas m'ont forcément inspiré. neuro. Ouais. Ben, au niveau neurologique, un beau livre inspirant, c'est Norman Doidge. Voilà, The Brain That Changes Itself. Ah, joli. Ça, c'est absolument, il faut lire. C'est des histoires sur le pouvoir de la neurologie et de la neuroplasticité. Alors, je pense que ça, c'est un très, très Parfait, bon livre parfait, parfait, parfait. à lire. Euh, Peut-être The Power of Now, The Eckhart Power of Tolle. Edgar Tolle, Eckhart ok. Tolle, très, Ah, très donc c'est bon. le pouvoir du moment présent en français, Edgar Tolle. Exactement, Elle est plutôt exactement. philosophique que neurologique, Oui, oui, spirituelle, hein, mais c'est oui, bien. absolument. Euh, Tiens, pourquoi pas? On va dire Heidi Have. Allez, on y va. N'oubliez pas de supporter Heidi Ouais, dans sa quête. C'est vraiment un beau travail qu'elle est en train de réaliser à l'heure actuelle. Ça coupe encore. merci. Non, c'est parfait. Ah, mais je suis content que tu puisses citer Edgar Hall dans ce travail-là. Parce que je trouve que c'est beau de pouvoir justement lier les deux, la neurologie, la spiritualité, la philosophie Kiro, l'art Kiro, la science. C'est vraiment voilà, c'est un beau package, quoi. Si on peut apporter tout ça à nos Oui, patients et dans notre vie à nous-mêmes, pourquoi s'en priver? absolument. Patrick, merci beaucoup pour ton amour, pour ta passion, pour ta pédagogie. Et puis j'espère te voir en France. On espère tous te voir en France ou en Europe pour que tu puisses venir partager tes belles connaissances avec nous. Ça m'a fait plaisir, Jean-Romain, puis on va se voir face à face, puis j'ai hâte de rencontrer tes confrères, tes consoeurs aussi. J'en doute pas, j'en doute pas. Patrick, prends soin de toi. Merci beaucoup. Ciao. Merci à toi, merci.